Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 4 minutes, on est lundi, on est le 16 octobre. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre, bon midi. Bon midi Valérie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, une semaine qui... Même si ça sent l'hiver aujourd'hui. Effectivement, ça sent l'hiver. Ça sentait l'hiver hier aussi avec la neige On qui est l'a tombée. vu, hein? Elle s'est pointée, hein? Il va y avoir un hiver encore cette année. Ben oui, effectivement. T'es juste venu nous dire qu'il fallait prendre un rendez-vous pour changer nos pneus hier, hein? Oui, parce que moi, je te dis, j'étais à Moisy chez mes parents, là, puis je fais bon, on va attendre un petit peu avant de partir, hein? Quand on est en périphérie puis qu'on vient vers le centre-ville pour travailler, entre autres, faut changer les pneus. Ouais, exactement. Ce sera des grosses semaines là qui s'en viennent pour nous. Campagne électorale oblige. D'ailleurs, rappelons-le, mercredi, on aura un premier débat sur nos ondes ici dans Côte-Nord Attitude. Oui, les deux candidats à la mairie de Sept-Îles seront avec nous ce mercredi midi. Régent Porlier et Rossel Tremblay vont présenter leur plateforme électorale. Le maire sortant, d'ailleurs, rendait public sa plateforme ce matin. Il y avait une conférence de presse du côté de l'aéroport. On a invité aussi tous les conseillers, les candidats là pour les postes de conseillers pour une série de débats sur nos ondes la semaine prochaine et dans l'autre. On va faire 2 débats à la mairie de Sept-Îles et un également pour les 2 candidats à la mairie de Port-Cartier. Celui-là, il sera le jeudi 2 novembre. Alors effectivement, des semaines bien remplies sur l'heure du midi à Côte-Nord Attitude. Oui, ce midi, on n'aura pas de politique municipale, mais on aura quand même une grosse émission, Jean. Oui, entre autres, on fait le bilan de la saison des croisières, qui était une saison assez particulière. Hein? On se rappelle que Destination Sept-Îles Nakawi-Nanou était impliqué dans les rendez-vous des grands voiliers en juillet. Il y a eu la venue sans longue planification du Queen Mary II également. Marie-Ève Duguay, la chef d'escale de Destination Sept-Îles Nakawi-Nanou, sera avec nous. De même que le président directeur général du port de Sept-Îles, Pierre Gagnon, dans quelques minutes à peine. Tu sais que ce matin, il y avait une délégation là des anciens travailleurs de Cliff qui prenaient l'autobus à Place de Ville ce matin en face du local des Métallos. Il y avait une conférence de presse à 7h moins quart. Ben oui, matin. Jean, t'étais de bonne heure sur le piton. L'autobus a quitté à 7h et là, on est en route pour Ottawa, entre autres, parce que demain, la députée Marilyn Gill dépose un projet de loi et une pétition pour que les participants à des régimes de retraite soient considérés comme des créanciers prioritaires. Le coordonnateur du syndicat des Métallos est dans l'autobus. On va le rejoindre en direct. Il devrait être dans le bout de Tadoussac, là, quand on va lui parler vers midi 25, midi 28 minutes. Jean, t'as aussi parlé avec Anne-Sophie Bété, qui est vraiment une belle fierté pour cette île, honnêtement. Là, ses performances avec les Canadiennes de Montréal, là, c'est toujours excellent. Hey, 30 ans, ça se fête. C'était son anniversaire, le 14 octobre. C'était le match d'ouverture des Canadiennes à Montréal devant leurs partisans. Elle s'est payé un cadeau, 2 buts, 1 passe dans la soirée. Donc, Anne-Sophie Bété qui aura beaucoup de temps de glace cette année parce que Poulain, là, Marie-André Poulain, qui joue sur la même équipe, qui est une bonne attaquante également, devrait être absente une bonne partie de l'année parce qu'on la voit sur l'équipe olympique qui va représenter le Canada aux Jeux en Corée en février prochain. Donc, entretien avec Anne-Sophie Bété qui a accepté de faire une petite entrevue. Là, elle pouvait pas en direct sur l'heure du midi, mais je lui ai parlé ce matin. On va l'entendre vers midi 40 minutes. Et bien sûr, notre nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado, comme à tous les lundis. On va parler non pas de mine Arnaud, mais quand même de l'embellie sur les marchés du phosphate et du fer. En fin d'émission, Côte-Nord Attitude pour cette chronique à vocation économique. Et juste avant cette série d'entrevues, on a un bulletin complet d'actualité pour vous à l'instant. Actualité Pure FM. Ce matin, le maire sortant, Régent Porlier, a lancé sa plateforme électorale à l'aéroport de Sept-Îles. Elle comprend 5 axes prioritaires, soit la place des citoyens, les défis économiques, la qualité de vie, le développement régional et la culture. Le maire Porlier souhaite obtenir un 2e mandat pour poursuivre les efforts de donner la parole aux citoyens lors des séances du Conseil et de rencontres de concertation. Selon lui, le principal obstacle au développement de Sept-Îles est derrière nous, à la suite du désenclavement de Pointe-Noire. Il espère une meilleure synergie entre les élus municipaux et développement économique Sept-Îles. Régent Porlier veut saisir toutes les occasions pour positionner Sept-Îles comme pôle régional pour que l'ensemble de la Côte-Nord en bénéficie. Il croit que l'avenir de Sept-Îles passe par l'ouverture sur le monde et qu'il est temps de sortir du modèle où le prix des ressources naturelles affecte la démographie.
Une délégation organisée par les métallos avec des retraités de Cliffs a quitté cette île à 7 heures ce matin pour se rendre à Ottawa pour réclamer que les participants à un régime de retraite soient considérés comme des créanciers prioritaires lors de faillite. La délégation voyage en autobus pour assister demain aux démarches de la députée Marilyn Gill au Parlement fédéral. Le représentant du comité des retraités de Cliffs, Gordon Saint-Gelais, réclame depuis 2 ans l'aide du gouvernement. Il rappelle que ses membres subissent des baisses de revenus depuis que la compagnie s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites au Canada. Vous avez une gang de retraités dans l'autobus qui, eux autres, ont perdu de 21 à 25 % de leur fonds de pension. Puis il faut calculer aussi qu'on a perdu aussi les avantages sociaux. Mais c'est surtout pour les prochains, parce qu'on veut pas que ça se renouvelle. Quand vous voyez qu'est-ce qui se passe présentement, tout le monde laisse aller les retraités. Vous avez CS présentement qui fait la même chose. La députée du Bloc québécois sur la Côte-Nord, Marilyn Gill, déposera demain une pétition et un projet de loi modifiant la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la loi sur les faillites et l'insolvabilité. Le Centre d'éducation et de recherche de Sept-Îles a publié hier des photos prises vendredi qui illustrent la problématique de l'empêtrement des baleines dans des engins de pêche. Les photos prises au large de Sept-Îles montrent des rocales à bosse avec des cicatrices fraîches probablement causées par des équipements de pêche. Le ministère des Pêches et des Océans tiendra d'ailleurs à Moncton le 9 novembre une table ronde extraordinaire pour discuter des mesures pour protéger les baleines. Il invite les représentants des pêcheurs de partout dans le Saint-Laurent et des représentants également de l'industrie touristique. Le gouvernement du Canada proposera ensuite des mesures de protection concernant la navigation et les équipements de pêche. 3 universités proposent cet automne à Sept-Îles, Québec et Montréal un programme de 2e cycle en administration publique adapté au contexte autochtone. L'École nationale d'administration publique, l'Université du Québec à Chicoutimi et celle de l'Abitibi s'unissent ainsi pour répondre à un besoin urgent. Peu de personnes des Premières Nations du Québec possèdent un diplôme de cycle supérieur. La formation apporte aux étudiants une compréhension des enjeux dans les communautés autochtones. Les 3 universités prévoient ensuite offrir un diplôme d'études supérieures spécialisées et la maîtrise. Les étudiants bénéficient du jumelage avec un parrain ou une marraine en vue de favoriser la persévérance et la réussite scolaire. La salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles et le chanteur Mathieu de Maliotenam ont remporté des prix cette fin de semaine à la rencontre d'automne du regroupement des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec, le ROSEC, à Rimouski. La salle de spectacle de Sept-Îles se distingue pour le développement d'un partenariat d'échange et de jumelage culturel. L'artiste de Maliotenam, Mathieu, a remporté le prix des grands espaces. Il a aussi présenté un spectacle devant les directeurs de salles de diffusion des 3 régions de l'Est du Québec. On pourrait bien le voir en tournée très bientôt. Probablement, oui. Et l'athlète de Sept-Îles, Anne-Sophie Bété, a célébré son 30e anniversaire samedi en inscrivant 2 buts et 1 passe dans une victoire des Canadiennes de Montréal contre les Blades de Boston. La hockeyeuse professionnelle est passée bien près d'inscrire un tour du chapeau. La Sept-Îlienne a aussi joué un fort match en défensive. Anne-Sophie Bété a eu droit à beaucoup de temps de glace lors du match d'ouverture de la saison des Canadiennes dans la Ligue canadienne de hockey féminin en raison de l'absence de 2 joueuses qui participent au camp d'entraînement de l'équipe qui va représenter le Canada aux Jeux olympiques en Corée. Les Canadiennes de Montréal ont enregistré une 2e victoire hier contre Boston également. Anne-Sophie et les Canadiennes ont remporté la Coupe Clarkson l'an dernier. Anne-Sophie a inscrit 18 buts en 24 parties l'an dernier, un sommet dans la Ligue. Et puis, on fait le bilan d'une saison des croisières bien particulière. Dans quelques instants, on reçoit Marie-Ève Duguay, chef d'escale, et Pierre Desgagnon, le PDG du port de Sept-Îles. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref, chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. Ouais, Vanessa, bonjour. Est-ce que c'est vrai que si je suis locataire ou propriétaire d'un condo puis que j'appelle au 1-888-933-WAWA, j'ai le droit à un rabais additionnel de 10% sur mon assurance habitation? C'est exactement ça, madame. Wow! Parfait, merci! Oui, Vanessa, bonjour. Est-ce que c'est vraiment vrai que si je suis locataire ou propriétaire d'un condo puis que j'appelle au 1-888-933-WAWA, j'ai droit à un rabais additionnel de 10% sur mon assurance habitation? C'est exactement ça, madame. Wow! Parfait, merci! Wawanessa, la grande assurance à petit prix. Parfait, merci! Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
C'est vrai, Valérie, que c'est une saison particulière, la saison des croisières qu'on a connue. Il y a d'abord eu les grands voiliers à laquelle Destination Sept-Îles Nakawi-Nanu était associée. Et il y a eu cette première visite inattendue, à part ça, du Queen Mary 2. On reçoit la chef d'escale de Destination Sept-Îles, Marie-Ève Duguay, de même que le président directeur général du port de Sept-Îles, Pierre Desgagnon. Bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour à vous deux. Marie-Ève, une saison spéciale, hein? Le premier bilan, là, dans le fond, on n'a pas eu beaucoup de bateaux, mais la quantité de visiteurs, c'est assez impressionnant avec le prestige aussi du Queen Mary. Oui, la saison 2017 s'annonçait une saison relativement, je dirais, standard pour notre port d'escale. On parlait de 4 navires qui étaient attendus. Et là, l'ajout du Queen Mary, évidemment, a fait bondir les chiffres pour la saison. Et avec l'avenue des grands voiliers aussi, en tout et partout, là, on comptabilise près de 8000 passagers membres d'équipage pour la saison. Moi, j'ai l'impression aussi peut-être que la population a répondu beaucoup au rendez-vous cette année, justement à cause de ces grands événements-là. Est-ce que je me trompe? Oh non, tu te trompes pas du tout, Valérie. Effectivement, il y a des milliers de personnes qui ont foulé le quai Monseigneur-Blanche cet été. Les grands voiliers, Pierre, on parle de plus de 15 000 personnes lors de cet événement-là. Oui, on a pu, vous savez, les infrastructures portuaires, ça appartient à toute notre belle communauté. Puis on a pu réaliser avec les grands voiliers comment on était une ville portuaire avec des milliers de personnes qui sont venues se mailler avec le monde maritime, ces merveilleux voiliers-là qui étaient inspirants. Puis la température a aidé, certes, mais c'était toute beauté de voir la rue Arnaud, le terminal de Monseigneur-Blanche occupé là avec de l'animation, des gens qui vraiment des activités festives là. Puis ça nous rappelait peut-être des fois des épisodes qu'on voit dans nos beaux souvenirs, la Grande Allée ou à Québec, où on voit plein de personnes là, qui déambulent. On a eu ça chez nous. Puis les gens sont venus au rendez-vous des grands voiliers. C'était l'année pour se gâter avec nos appareils photo aussi. Là. Moi, les grands voiliers, je trouvais ça merveilleux là, pour les amateurs de photographie. Même chose pour le Queen Mary. C'est sûr que ça s'est organisé à la dernière minute. Ça a dû être assez stressant quand même. On doit être content que Mylène Paquette était disponible pour le 2 octobre. Là aussi, Dame Nature a été de notre côté d'ailleurs. Hein? Ah oui, vraiment, cette journée-là, on pouvait pas demander mieux, je pense, pour l'accueil du Queen Mary. Puis à 2 semaines d'avis, comme tu l'as dit, Jean, ça a mobilisé toute la communauté. En tout et partout, là, c'est près de 200 personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans l'organisation de cette journée-là, qui a vraiment déployé des efforts incommensurables pour accueillir 3000 personnes. C'est 10% de la population qu'on a accueillie cette journée-là. C'est quand même pas rien. Ouais, mais il faut dire que la population était au rendez-vous aussi. Là. Merci à toute la population de cette île qui s'est déplacée pour saluer le navire, mais venir aussi être en contact étroit avec ce géant des mers-là. C'était une occasion historique. Et la population a vraiment été au rendez-vous pour qu'on puisse avoir des souvenirs impérissables là, de cette rencontre-là du Queen Mary 2 et aussi du petit bateau que Mylène Paquette a conduit là, pour traverser l'Atlantique. Puis il faut le rappeler, là, la rencontre de ces deux bateaux-là au centre de l'Atlantique, c'est un fait d'armes qu'on a souligné là, lors de l'arrivée de l'accueil du Queen Mary 2, puis qui restera toujours un fait d'armes pour lequel, à chaque visite du Queen Mary, on pourra renouveler l'expérience ou avoir ce symbole-là maintenant du Hermel qui est chez nous comme artefact précieux qu'on chérit, qui est maintenant devenu une attraction pas uniquement touristique pour nos croisiéristes, mais aussi dans notre patrimoine qu'on peut offrir sur le circuit touristique là, régional. Oui, ça prenait des nerfs solides quand même, planifié à 2 semaines d'avis comme ça. Il y a eu un autre bateau qui s'était annoncé là, dans le même phénomène là, du changement de vitesse pour une bonne partie du Saint-Laurent et qui finalement s'est retiré à la dernière minute. Ça a quand même dû être stressant pour la chef d'escale, ça. Je dirais que ça amène un bon stress supplémentaire. Un bon stress. Un très bon stress supplémentaire. Puis avec des équipes comme on a, les différents partenaires, la ville, le port et Itum, on a des équipes qui sont capables de se revirer de bord vraiment rapidement. Puis ça, c'est ce qui fait notre force, je pense. De travailler ensemble en synergie comme ça nous permet de faire des miracles. Ça a quand même ramené toute une réflexion au niveau du regroupement là des ports d'escale dans le Saint-Laurent. Toute la question de protéger les baleines, c'est bien sûr la mortalité chez les baleines noires qui a entraîné tout ça, sans désorganiser l'industrie touristique pour l'an prochain. C'est ce qu'on vise, de protéger les baleines sans désorganiser toutes nos croisières.
Présentement, il y a des discussions qui se poursuivent avec les différents ministères au niveau des instances, entre autres des différentes instances portuaires, au niveau de la CSL, l'Association des croisières du Saint-Laurent aussi, les discussions se poursuivent par rapport à l'an prochain, mais à date, pour nous, il n'y a pas de modification majeure qui découlerait là, du maintien de cette réglementation-là. Donc, on continue de surveiller les différentes discussions là, Si je me souviens bien, c'est au cours de la dernière année qu'on a déposé le plan stratégique. C'était comme le 10e anniversaire des croisières à cette île. Donc, c'était notre 11e saison, c'est ça, en 2017? Pas tout à fait. Plus précisément, c'est le 10e anniversaire de Destination Sept-Îles. OK, c'est la corporation. Okay. La 10e saison sera officiellement en 2019. En 2019. Par contre, nous, on a déposé un nouveau plan d'action en début d'année où est-ce qu'on se donne une vision vers 2022. Et déjà, avec la prochaine saison, on est en pleine cohésion avec ce plan de croissance-là. On s'attendait à au moins doubler nos passagers membres d'équipage et c'est exactement ça qu'on va voir en 2018. Et d'ailleurs, Pierre, on regardait ce matin le plan d'affaires initial qui a été fait pour les croisières. Ouais, c'est bon de regarder tout le chemin parcouru depuis près de 10 ans. Faut dire que au tout début, on visait environ 15 000 passagers sur une base annuelle à cette île. L'an prochain, je ne veux pas faire de scoop, mais on va avoir atteint ce volume-là en fonction déjà des confirmations qu'on a. Et on peut dire qu'on va avoir atteint notre rythme de croisière. Puis ça, c'est bravo à tous les acteurs. Marie-Ève l'a dit, là, Destination Sept-Îles-Aquaï-Nanou, faut le dire, c'est notre organisme qui veille à la promotion de la venue des croisières ici à cette île. Mais derrière Destination Sept-Îles-Aquaï-Nanou, 3 partenaires clés, ITUM, la ville et le port, et aussi une multitude d'acteurs avec des exposants, avec des gens en périphérie pour offrir le service aussi à tous ces visiteurs-là, parce que on peut pas, le port ou la ville, accueillir tout seul tous ces gens-là. 4000 personnes qui débarquent d'une journée, il faut avoir de la profondeur, il faut avoir des gens qui s'activent en périphérie. Marie-Ève le dit, c'est 200 personnes qui ont travaillé de pied d'œuvre la journée du Queen Mary 2. Chapeau à toute cette mobilisation-là, parce que c'est ça qui fait notre facteur clé ici par rapport à cet exploit-là d'avoir accueilli le Queen Mary 2 à 2 semaines de préavis. Pour le port de Sept-Îles, bien sûr, on y a travaillé bien avant la création de Destination Sept-Îles sur l'idée des croisières, tout le financement du quai des croisières qu'on avait déjà conçu en fonction d'accueillir des bateaux particulièrement gros comme le Queen Mary 2. Là. Est-ce qu'on est satisfait de ce que ça apporte pour le port de Sept-Îles? Là? C'est plus du prestige que des revenus pour vous autres, hein? Écoute, au niveau des revenus, il faut mesurer la rentabilité sur une base non pas d'assiette d'assiette de retombées de revenus lors de l'activité, mais plus au niveau des retombées at large. Quand on regarde les investissements qui ont été consacrés dans cette histoire-là de se déployer pour nos croisières ici à cette île, c'est 30 millions d'investissements qui ont été faits principalement par les 2 paliers de gouvernement avec la mobilisation de développer des escales sur Saint-Laurent. Là, quand ils ont lancé les programmes en 2008, on a levé la main, on a dit on est présent, on veut se positionner, et puis on a pu aller chercher des améliorations de nos infrastructures ici au niveau touristique avec un quai, avec une bonification du bas de la ville, avec la bonification du vieux poste, avec la bonification aussi des infrastructures du côté d'ITUM qui ont été considérables et qui ont été payées avec nos impôts pour retourner dans nos infrastructures tout près de 20 millions d'investissements à partir des 2 paliers de gouvernement. Et nous, le reste, il y a un 10 millions restant qu'on s'est partagé entre les partenaires. Ça fait que quand on regarde les investissements qui ont été faits, ça a été vraiment structurant pour nous aider à bâtir des infrastructures pour les accueils de nos croisiéristes, mais aussi pour toute l'industrie du tourisme à l'année longue. Et ça, on peut dire que le bas de la ville, depuis 10 ans, avec les efforts qui ont été mis par nos partenaires de la ville, puis l'ITUM également, on a bonifié une promenade, on a bonifié le vieux poste, on a bonifié considérablement la rue Arnaud pour se faire une beauté. Et pas juste pour nos croisiéristes, mais pour nous aussi. Et nous, on en profite aujourd'hui. Oui, parce qu'on entend toujours des questionnements. Là, il y en a eu encore récemment autour des fonds de 30 000 $ pour accueillir le Queen Mary. Même dans le milieu des affaires, on se demande si les retombées sont réelles finalement. C'est sûr que ces gens-là, ils ont payé un forfait, sont nourris, puis ils dorment à bord. C'est pas les hôtels puis les restaurants nécessairement là qui font de l'argent avec la venue des croisières chez nous. C'est certain que les croisiéristes ont des besoins et des attentes qui sont très différentes des touristes, à proprement parler des touristes excursionnistes là, qui nous visitent l'été, par exemple.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les 10 dernières années, mais il en reste encore beaucoup à faire pour accompagner l'industrie à s'adapter à ce type de clientèle-là. Puis Destination Sept-Îles, mais on est là, puis on travaille fort pour bonifier l'offre qu'on a au niveau des excursions, tant au niveau des excursions, mais aussi pour les indépendants, l'offre de services. On est une escale beaucoup de services aussi ici. Les gens viennent ici, s'approvisionnent de biens personnels, oui, ils cherchent des souvenirs, puis c'est souvent on se dit, ah oui, ils mangent sur le bateau, mais on a beaucoup de demandes pour les produits locaux, fruits de mer, c'est ce que les gens recherchent. Donc, on est persuadé que présentement, dans notre phase d'adolescence, on a encore beaucoup de travail à faire pour accompagner les différentes entreprises dans la multiplication de leur offre, dans l'adaptation de leur offre aussi, que ce soit au niveau du bilinguisme, au niveau de l'affichage, de la promotion en ligne aussi. Les gens cherchent beaucoup avant de se rendre. Qu'est-ce qu'il y a à faire à cette île? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Si la promotion d'emblée est pas à la hauteur, ben c'est certain qu'on va avoir plus de misère. Donc, on a plein de mécanismes de communication qui sont mis en place pour bonifier cette visibilité-là, parce que faut que les gens nous trouvent d'abord, puis ensuite, faut qu'ils soient satisfaits. Ouais. Il y a encore beaucoup de la concertation puis du travail ensemble à faire en collégialité avec toutes les parties prenantes. Absolument. Pour maximiser les retombées, pour qu'on puisse aussi se positionner, aller chercher le maximum de retombées lorsque nos croisiéristes viennent nous voir. Oui, puis il y a des gens qui viennent, qui débarquent, qui sont ici en croisière, puis on espère qu'ils vont avoir un coup de cœur pour cette île, puis revenir en vraies vacances, là, en avion, puis passer quelques jours ici. Notre produit d'appel, c'est quand même les Inuits. On dépend un peu de la collaboration avec le conseil de bande Itum. Est-ce qu'on est satisfait? Parce que je sais que parfois, c'est irrégulier, la collaboration des Inuits, là, dans des dossiers comme ça. On travaille toujours à faire le maximum pour pouvoir se démarquer. On le sait, la question autochtone, le tourisme autochtone, c'est un tourisme qui est en demande et c'est un tourisme aussi qui se développe dans les autres escales également, pas juste chez nous. Donc, on a un travail constant à faire ensemble pour adapter l'offre et la bonifier aussi pour se démarquer des autres escales. Mais ce qui fait vraiment la différence chez nous, c'est la proximité de la communauté Innu avec notre communauté, la communauté allochtone. Cette force-là est définitivement marquée par rapport aux autres escales, aux autres offres du tourisme autochtone, et je suis certaine qu'en capitalisant là-dessus, on va arriver à faire des grandes choses. Ouais, bon. Puis ils sont toujours au rendez-vous, et puis on déployé beaucoup d'efforts justement à 2 semaines d'avis pour être en mesure d'accueillir ou d'offrir une particularité là avec un espace traditionnel aussi du côté du Vieux-Poste, à proximité du Vieux-Poste. Ils ont embarqué dans l'emballement de la première venue du Queen Mary II il y a quelques jours. Marie-Ève, en terminant pour 2018, il reste des choses à planifier. Normalement, c'est autour du mois de mars que la programmation est complétée puis qu'on peut l'annoncer. Mais est-ce qu'on a le droit quand même à un aperçu de 2018? On sait que le Queen Mary va revenir, en tout cas. Oui, exactement. D'habitude, nos calendriers sont pas mal confirmés autour de février. C'est pour ça qu'on le sait tard, mais on a déjà pas mal une bonne idée. On l'a dit, on s'en va vers une saison record, vers une saison exceptionnelle. On a le Queen Mary de retour le 28 septembre 2018, mais la semaine avant aussi, on aura un nouveau client qui va se présenter, qui est un peu la compagnie sœur de Cunard qui va venir nous visiter. Donc déjà, on voit que dans l'industrie, là, le mot se passe. Cette île a reçu le Queen Mary. C'est une escale intéressante pour un navire de ce volume-là. Donc, on commence déjà à avoir des résultats de cette escale-là avec la venue là, du Arcadia de Piano qui va nous visiter en septembre. Puis la saison des croisières l'année prochaine va s'étendre vraiment de septembre jusqu'à novembre. Donc, on commence à voir les saisons qui s'étirent un petit peu. L'automne, c'est la plus belle saison, c'est la Côte-Nord. Oui, puis on n'exclut pas même à court terme là, des escales hivernales. Donc, on garde, on est toujours sur les qui-vive à ce niveau-là. On se demande tout le temps pourquoi ils viennent ici l'automne, mais c'est la saison des couleurs. Puis ces gens-là le savent quand même que c'est l'automne au Québec puis qu'il peut faire froid. Ça fait qu'ils sont équipés en conséquence d'habitude. Oui, au niveau des croisières en eau froide, ils sont même mieux habillés que nous des fois. Marie-Ève Duguay, chef d'escale, Pierre Desgagnon, président directeur général du port de Sept-Îles. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci. Bienvenue. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Wow! As-tu vu, chérie? Mes parents ont changé leur porte de garage. Ils ont bien choisi. C'est une gare à gare. Ils ont vraiment trouvé le style traditionnel qu'il leur fallait pour rehausser la beauté de leur maison. C'est vraiment parfait. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord Cristal 968 87 96 968 8796.
Avez-vous entendu la nouvelle? En plus d'être disponible à Sept-Îles, le réseau TELUS Pure Fibre est maintenant arrivé à Moisy, Parc-Ferland et Clark-City. Avec la fibre optique jusqu'à la maison, vous pouvez maintenant accéder au meilleur du divertissement avec téléoptique et combler la maisonnée avec des vitesses Internet allant jusqu'à 250 mégabits symétriques. Afin de vous faire découvrir tous les avantages des produits optiques, passez nous voir chez MD Communication, votre détaillant local de Place de Ville ou à notre nouveau kiosque temporaire des Galeries Montagnaises. Venez rencontrer notre équipe d'experts et profitez-en pour participer à notre concours de lancement offert par MD Communication. Vous pourriez gagner une télé 4K de 55 pouces ou un iPad mini. On vous attend! Durant l'événement Liquidation totale chez Olivier Chrysler à Sept-Îles, achetez un Jeep Cherokee 2018 pour 69 $ par semaine, une Grand Caravane 2017 à 62 $ par semaine ou un Ram 2017 à seulement 89 $ par semaine. De plus, bénéficiez d'un rabais loyauté de 1000 $ ou 1% sur le taux d'intérêt. Olivier Chrysler vous offre aussi des programmes de deuxième chance afin de rebâtir votre crédit avec des taux aussi bas que 4,99%. Passez nous voir chez Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Valérie, le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord, est dans l'autobus vers Ottawa qui a quitté Sept-Îles à 7 heures ce matin avec entre autres des anciens travailleurs, des retraités de Cliff Mine-Wabush. Nicolas Lapierre est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est rendu où, Nicolas, là? L'autobus qui a quitté à 7 heures ce matin, il y a beaucoup de travaux. On est quoi, en Haute-Côte-Nord encore? Oui, on est en Haute-Côte-Nord. On vient tout juste de dépasser les Escoumins, là. Donc, ça chemine, somme toute, assez bien. Bon, puis comment c'est l'ambiance? Parce qu'on est avec une gang de retraités qui s'en vont pas manifester, mais qui vont là un peu parce que ils ont vécu une situation très particulière, là. On n'est pas nécessairement sur le party un matin, là. Non, c'est clair que non. Vous n'êtes pas sans savoir que les retraités de la minière Cliff ont vu leur rente de retraite coupée de 21%. Ils ont perdu leur assurance collective dans le cadre de la loi d'arrangement avec les créanciers des compagnies, donc communément appelée la LAC, là, si je peux dire. Donc, lorsque la minière Cliff s'est mise sur ce processus-là, on a dû couper les rentes de retraite parce qu'il manquait de l'argent dans le régime de retraite. Et puis, là, ce qu'on tente d'aller faire, c'est pas nécessairement manifester, mais c'est d'aller appuyer et démontrer que le projet de loi qui va être déposé demain, c'est un projet de loi important, non seulement pour les travailleurs de la minière Cliff et leurs conjointes survivantes, mais aussi pour l'ensemble des travailleurs du Canada. Il y a trop de drames comme ça qui s'est vécu. Puis il y en a un qui se pointe le nez, un autre, que les 17 000 retraités d'entreprise Sears, qui vont malheureusement, je pense, passer dans les mêmes traces que les rangs de Cliff. Donc, on va tenter d'améliorer le sort des retraités lorsqu'il y aura une autre faillite ou protection des créanciers. Oui, ce que me disait ce matin le représentant du comité des retraités de Cliff, là, Gordon Saint-Gelais, qui est probablement à côté de toi dans l'autobus présentement ou pas loin, là, c'est qu'on le fait surtout par solidarité, hein, parce que j'imagine que leur dossier s'améliorera pas nécessairement ou on peut encore espérer des changements pour les retraités de Cliff. C'est quand même plus de 600 personnes qui sont concernées, hein. Oui, je dirais même 700 personnes au Québec et au Labrador, parce qu'il faut comprendre que c'était le même régime de retraite. Mais c'est clair que dans l'éventualité où le projet de loi est déposé demain, il va être débattu seulement en 2018. Dans l'éventualité où on réussirait à avoir ce qu'on veut dans ce projet de loi-là, ça ne changera pas le sort des retraités de Cliff actuels. Il est trop tard pour eux. Mais c'est pour les prochains. On va vouloir, lorsqu'il y a une autre faillite dans une autre entreprise, qu'on considère le déficit de régime de retraite comme une créance prioritaire. Ça, c'est-à-dire qu'on va lui donner un rang plus important qu'actuellement. Parce qu'actuellement, lorsqu'il y a une faillite, le déficit de régime de retraite est considéré comme une créance ordinaire. Ça veut dire que lorsqu'il y a un processus de liquidation de tous les actifs, comme il y a eu dans la minière Cliff, par exemple, vous vous rappelez que le gouvernement a acquis pour 67 millions les installations de Cliff. Ben ça, évidemment, ça va dans les poches du liquidateur, si vous voulez, un rang de syndic, là, finalement. Puis c'est lui, après ça, qui redistribue l'argent de cette vente-là. Évidemment, il y a eu plusieurs autres ventes, là. Je vous fais grâce de tout ça. Mais après ça, on applique un processus de répartition de liquidation.
Puis comme le déficit d'une caisse de retraite est considéré seulement comme une créance ordinaire, ben vous comprendrez qu'on ramasse les miettes de pain. Alors, le but du projet de loi, c'est d'améliorer notre rang comme créancier. Donc, on voudrait passer de créancier ordinaire à créancier prioritaire. Donc, dans l'éventualité où il y aurait une autre faillite ou une autre protection des créanciers, on pourrait penser que nos chances d'avoir un morceau de pain plus que des miettes de pain serait d'autant plus grand. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire demain. Puis, on demande aussi de maintenir les assurances collectives parce que nos retraités, en plus d'avoir leur rente de retraite de coupée, ils ont perdu leur assurance collective. Donc, c'est un drame pour notre monde. Ça fait trop souvent que ça arrive. Puis, on pense que les parlementaires sont probablement mûrs pour une réflexion plus grande là-dessus. Puis, on pense que le gouvernement Trudeau, qui s'est fait l'apôtre de la classe moyenne, devrait être sensible à ça. Et puis on espère que ce projet de loi-là va recevoir l'aval des parlementaires, évidemment. En même temps, on voit qu'on est dans un système très capitaliste, hein, parce que les lois fédérales, en tout cas, c'est les banques d'abord, puis les travailleurs loin derrière, si je comprends bien, là, parce que les banques, eux autres, vont être remboursés comme premier créancier en haut de la liste. Oui, c'est sûr que il y a comme 4 rangs de créanciers. Il y a ce qu'on appelle les créanciers super prioritaires. Et après ça, il y a des créanciers garantis. Les créanciers garantis, c'est les banques, par exemple. Et après ça, arrivent les créanciers prioritaires et les ordinaires. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer notre sort là-dedans. Fait que la beauté de la chose, c'est qu'on pense que notre projet de loi va quand même favoriser des relances d'entreprises. On pense que ça ne mettra pas un frein à une relance d'une entreprise qui s'est remise à la protection de la faillite. Mais en même temps, je pense que c'est assez le temps où les retraités sont considérés comme de la chair à canon, puis qu'on dilapide leur régime de retraite comme ça, en leur disant, c'est de valeur, mais il manquait de l'argent, puis étant donné que l'entreprise s'est mise à la protection de la faillite, elle est dispensée son obligation de mettre de l'argent dans le régime. Je pense que ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on fasse une réflexion au Canada puis au Québec là-dessus, parce qu'un régime de retraite, c'est ce qu'on appelle, c'est du salaire différé. Ça veut dire que quand on négocie une convention collective, on fait des choix. On met moins d'argent sur le salaire parce qu'on en met plus sur la retraite. Alors, les retraités sont en droit de s'attendre d'avoir ce qui leur est dû jusqu'à leur mort, si vous me permettez l'expression. Ouais. Par contre, là, c'était quand même louable comme démarche là de la députée Marilyn Gill, mais il reste que le Bloc québécois, c'est quoi, la 4e opposition là au Parlement fédéral à Ottawa? Est-ce que ce projet de loi-là, finalement, il est voué à l'échec, non? Si les libéraux nous appuient pas, c'est clair qu'il est voué à l'échec, ça c'est sûr, mais on va s'attendre, on va interpeller le gouvernement libéral pour ça. On a besoin d'eux, ils sont majoritaires au Parlement. On sait compter, là, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va être intéressant de voir, parce que des fois, on se dit, c'est la 4e opposition. C'est vrai que c'est la 4e opposition. Ça va être intéressant de voir comment la députée du Parti libéral, parti qui est au pouvoir, là, si j'entends bien ce que vous me dites, la députée Yvonne Jones, qui est députée de Labrador, comment elle va voter. Si c'est si important que ça, elle est au pouvoir, on pourrait s'attendre qu'elle influence son parti pour protéger ses propres travailleurs dans son comté, parce que je vous rappellerai que il y a 350-400 retraités à Wabush, au Labrador aussi, qui souffrent, qui vivent la même chose. Donc, si c'est vrai qu'être au pouvoir, c'est si bon que ça, j'ai hâte de voir la position du Parti libéral, particulièrement au Labrador. Ouais. Et là, c'est les retraités, bien sûr, qui en souffrent, qui sont touchés par tout ça. Par contre, les travailleurs qui étaient à Cliff là jusqu'en 2015, jusqu'à la fermeture de la mine du lac Bloom, sont pas mal en train de se replacer avec Champion. Hein? Ça va bien, le financement est attaché, il reste juste l'annonce pour la réouverture de Bloom. Vos membres sont pas mal retournés au travail, quoi? Il y en a beaucoup qui ont été rappelés. Il en reste très peu à être rappelés, mais il en reste quand même. Mais c'est sûr que ce ne sera pas suffisant. L'entreprise devra faire des embauches. Donc, on peut s'attendre qu'après les fêtes, cette entreprise-là soit en plein emploi et puis que ça nous donne un coup de main à l'économie de la Côte-Nord, que ça redynamise la Côte-Nord un peu. C'est sûr que ça va avoir des effets bénéfiques là, pour les sous-traitants et minimalement, pas minimalement, mais directement pour les travailleurs qui travaillent là-bas, là, sur le modèle de navettage. Mais ça va avoir de l'impact pour les sous-traitants aussi, ça Côte-Nord, c'est sûr. Fait que, oui, on est bien contents, on est bien contents que tous nos membres seront rappelés. C'est bien évident. Bon, on va vous souhaiter une bonne fin de voyage avec la gang des retraités de Cliff. Ça se passe demain au Parlement. L'autobus revient avec vous autres mercredi, quoi?
Oui, mais on reprend la route mercredi matin, donc on va être de retour à Sept-Îles. Mercredi soir. C'est quand même long, je trouve, Sept-Îles-Ottawa en autobus. Bon courage. Ben c'est vrai, mais en même temps, c'est important que les gens à Ottawa voient les visages, qu'ils voient les visages des impacts. C'est ça qui est important qu'ils voient. On n'emporte pas les retraités pour le fun, là. Puis les retraités font pas 12h30 de route pour le fun. Je peux vous dire, il y a encore ce dossier-là. Puis il y a encore que ça cesse, que ce carnage-là cesse. Et puis vous savez, il y a un expression qui dit « no guts, no glory ». Donc, si on fait pas d'effort, on n'aura rien. On pourra minimalement pas prétendre à rien avoir. Fait que je pense que dans ce dossier-là, les retraités se sont mobilisés, puis c'est tout à leur honneur. Nicolas Lapierre, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct de l'autobus des Métallos ce midi. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On s'en va faire un tour chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul, de quoi de neuf chez vous en octobre? Ce mois-ci, Valérie, c'est la liquidation GM sur les 2017. Un rabais pouvant atteindre 17 000 vous attend. Mais là, est-ce que ça veut dire que vos clients n'ont plus accès à du financement à 0%? Pas du tout. Nos GM 2017 sont aussi admissibles à du 0% jusqu'à 7 ans. Donc, c'est le temps de liquider, Paul, mais je vous connais, vous avez probablement un autre cadeau à nous offrir. En fait, oui. Jusqu'au 31 octobre, nous donnerons à tous les acheteurs qui achètent un véhicule en inventaire un forfait de séjour dans un choix de plus de 500 hôtels en Amérique du Nord. Imagine, tu t'achètes un GM 2017 neuf, tu profites d'un rabais additionnel pouvant atteindre 17 000 ou un financement à 0%, et en plus, tu pars avec un forfait séjour. Mais si moi, là, c'est un GM 2018 que j'aimerais? Il n'y a aucun problème. Nos 2018 arrivent à plein camion actuellement et profitent déjà de rabais de taux de financement avantageux. Et en plus, si le véhicule est en inventaire, le client reçoit aussi le forfait séjour. Une super promotion. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Oui, et on vous attend. Hey, chut, il est là. Je vous ai pas dit ça, mais pendant la vente étiquette jaune de Can-Am chez Atelier Laforge, vous pouvez obtenir 600 pièces de rabais sur le gibier à volonté. Ben oui, économiser 600 pièces puis 5 ans de protection sur un monde de possibilités avec les modèles Outlander 450 et 570 2017 sélectionnés chez Atelier Laforge. Bon, c'est parti, t'aurais pas pu fermer ta boîte. Bon, ben écoute, l'offre se termine le 31 octobre 2017. Certaines restrictions s'appliquent. Atelier Laforge. Va voir ce qu'ils ont pour toi. atelierlaforge.com. Avez-vous entendu la nouvelle? En plus d'être disponible à Sept-Îles, le réseau TELUS Pure Fibre est maintenant arrivé à Moisy, Parc-Ferland et Clark-City. Avec la fibre optique jusqu'à la maison, vous pouvez maintenant accéder au meilleur du divertissement avec téléoptique et combler la maisonnée avec des vitesses Internet allant jusqu'à 250 mégabits symétriques. Afin de vous faire découvrir tous les avantages des produits optiques, passez nous voir chez MD Communication, votre détaillant local de Place de Ville ou à notre nouveau kiosque temporaire des Galeries Montagnaises. Venez rencontrer notre équipe d'experts et profitez-en pour participer à notre concours de lancement offert par MD Communication. Vous pourriez gagner une télé 4K de 55 pouces ou un iPad mini. On vous attend. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié. La moitié d'une patinoire sur le béton, des abribus sans toit, la moitié d'un parc laissé à l'abandon, de l'eau potable 1 jour sur 2. Ça serait loin d'être suffisant. Eh bien, seulement la moitié des électeurs qui votent aux élections municipales, ça aussi, c'est loin d'être suffisant. Aux élections municipales, ne faisons pas les choses à moitié. Le 5 novembre, votons. Un message du directeur général des élections du Québec. Attitude. Samedi, c'était l'anniversaire de l'athlète de Sept-Îles, Anne-Sophie Bété, et c'était aussi l'ouverture de la saison des Canadiennes de Montréal avec qui elle évolue déjà depuis quelques saisons. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Hey, tu t'es payé 2 buts et une passe pour ta soirée d'anniversaire, c'est quand même bien. On fait ce qu'on peut. Si l'âge me rend plus mature de mon expérience de jeu, on va le prendre. On voit que t'as pas perdu de la vitesse, là. C'était quand même ton 30e anniversaire. Souvent, on dit que les athlètes, à partir de 30 ans, les bonnes années sont derrière. C'est peut-être pas ton cas. Ben, je pense que j'ai aussi eu une évolution qui a été plus tardive au niveau de la croissance de mon talent sur la glace. Puis, je suis contente de savoir qu'aujourd'hui, mon corps est encore capable de suivre. Et là, c'était 2 matchs en fin de semaine parce qu'il y a eu aussi une deuxième partie contre les Blades
State de Boston hier. C'est un bon début de saison pour vous autres? C'est un bon test là pour ce qui s'en vient? Ben honnêtement, ça a été c'est correct comme performance. On est content d'aller chercher les 4 points ce week-end. Par contre, on n'est pas où ce qu'on veut être. C'est sûr qu'on a beaucoup de nouvelles joueuses qui se sont ajoutées à l'équipe. On a perdu des bons morceaux. Donc le but, ça va être de vraiment pratiquer ensemble la communication pour être capable de élever notre niveau d'un cran. Puis je pense que ça prouve seulement que les équipes vont s'améliorer et on va vraiment pouvoir donner un bon spectacle aux partisans. Tu sais qu'avec le difficile début de saison des Canadiens, là, de l'équipe de gars finalement à Montréal, peut-être qu'il va y avoir plus d'importance sur les Canadiens. Il y a beaucoup de gens qui comparent les deux débuts de saison et qui auraient peut-être aimé vos victoires avec l'équipe des gars, là. Ouais, c'est sûr. Ça fait partie de la game. Si on veut, on peut pas toutes les gagner. C'est sûr que les Canadiens ont eu un moment difficile, mais eux aussi à leur tour, c'est un début de saison. Puis le but, c'est simplement s'améliorer à chaque performance. Donc le début, ça n'a pas été si facile, mais on voit tranquillement pas vite s'améliore de plus en plus. Donc faut garder confiance pour eux. Mais tant mieux si on est capable d'aller chercher un peu d'attention pour faire grandir les Canadiens. Toi, ton rôle cette année, là, bon, t'es une attaquante. Je pense qu'en fin de semaine, je voyais les comptes rendus du match. T'as été beaucoup utilisé aussi. T'as donné des bonnes performances en défensive, même pendant les désavantages numériques. Ton rôle change cette année? Non, j'avais quand même ce rôle-là aussi l'année dernière. C'est sûr que mon rôle au niveau du leadership peut-être va devoir changer un peu, puisqu'on a perdu justement des bons éléments. Mais d'être capable de donner, en fait, aux nouvelles qui rentrent, la culture de l'équipe, puis de leur donner un peu notre expertise pour être capable qu'eux aussi, à leur tour, puissent bénéficier d'un rôle de leadership. Mais je pense que tout le monde va devoir augmenter leur niveau d'un cran pour être capable d'aller chercher des victoires au cours de l'année. Faut dire que tu as des coéquipiers qui sont au camp d'entraînement de l'équipe Team Canada là, qui va faire les prochains Jeux olympiques en février 2018. Toi, t'aurais aimé avoir l'invitation, mais à 30 ans, on n'y pense plus vraiment. Hein? Ben, c'est sûr que c'est toujours une déception pour moi de ne pas pouvoir y participer. C'est un rêve de jeunesse. L'âge, on dit souvent que c'est juste un chiffre. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe sur la glace. Mais c'est des décisions qui ne m'appartiennent pas. Et j'ai vraiment absolument rien à dire. Donc, si toutefois l'occasion se présente, ça sera tant mieux. Puis sinon, je suis quand même contente d'être capable d'avoir trouvé un travail qui me plaît, puis de pouvoir jouer le meilleur du hockey que j'ai joué de ma vie. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que tu es à Montréal. Tu as joué avec l'Université McGill, là, avec les Canadiennes depuis quelques saisons. C'est devenu ta place finalement. Tu es bien intégré. Jouer au hockey à Montréal, c'est sûr qu'on n'a pas la visibilité là, des joueurs du Canadien, mais quand même. Oui, effectivement, Montréal, c'est une très grande ville. C'est sûr que quand c'est une ville de hockey aussi. Ouais, exactement. Puis on le sent dans les partisans, ils viennent nous voir. Même au niveau du hockey féminin, on a vu une augmentation dans la présence des fans, surtout avec le partenariat des Canadiens qui nous a aidés parce qu'ils ont fait de la publicité pour nous. Mais c'est sûr que quand j'ai quitté Cécile puis que je suis arrivée à Montréal, j'étais un peu inquiète au départ. Mais maintenant, je me suis vraiment assimilée à la culture d'ici. Puis c'est une ville que j'adore. Et là, bon, il y a quelqu'un qui me disait maintenant qu'on donne des salaires aux joueuses de hockey professionnels parce que les Canadiens de Montréal, c'est un club de hockey professionnel quand même. C'est sûr que c'est pas, ça permet pas d'en vivre. Hein? Toi, t'as toujours ton deuxième métier là, comme conseillère financière avec le groupe Investor qui est nécessaire. Faut que tu fasses les deux. Oui, effectivement. Puis je dirais même pas mon deuxième, mais c'est mon premier. Ouais, c'est ça. Le hockey, c'est vraiment une passion. Puis nous, les filles, on a vraiment joué au hockey parce qu'on aime le sport pour notre passion. Puis c'est sûr que le petit bonus qu'on va avoir, c'est pas effectivement c'est pas un salaire, donc on peut pas arrêter de travailler. Puis c'est ça qui est drôle parce qu'on compare souvent les gars puis les filles du hockey, mais les gars font ça à temps plein, donc ils sont beaucoup plus de fois sur la glace, tandis que nous on est seulement 2 fois par semaine sur la glace. Puis c'est sûr que pour moi ça va aider à payer l'équipement comme on n'a pas de commanditaire à ce niveau-là, puis de payer que ce soit l'essence pour me rendre à l'aréna et des choses comme ça. Donc ça va permettre au lieu de débourser cet argent-là de ma poche, qui va être fourni par la Ligue. Les Canadiennes, c'est une saison de 24 parties. Vos prochains matchs sont sur la route. De faire les deux, finalement, le travail et jouer au hockey, c'est assez facile dans un calendrier de 24 matchs, quoi. Ben, c'est sûr que ça prend quand même, tu sais, avec l'âge, on dit on vieillit, hein.
mais c'est peut-être un peu plus difficile à revenir en forme jour après jour. Tu sais, le lundi matin, quand tu as fait 2 performances, deux matchs le week-end, tu passes 5-6 heures dans l'autobus pour revenir. On arrive quand même assez tard, autour de minuit. Donc, c'est sûr que les lundis matins sont quand même assez difficiles, mais c'est une période d'adaptation. Puis, ça revient à dire que quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, tout te rentre dans l'ordre. Là. Donc, je pourrais pas arrêter de jouer tout de suite parce que je m'y plais, ça me fait du bien, ça me permet d'aller chercher depuis que j'ai 5 ans là, que je joue. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est difficile de dire j'arrête. Je me vois arrêter de jouer au hockey. Donc, c'est vraiment quand mon corps va me dire t'es plus capable, puis que je serai plus capable de suivre, ça sera à ce niveau-là que je vais arrêter, je vais accrocher mes patins. Ça reste du hockey professionnel, hein, Anne-Sophie. On veut gagner. Il y a le coach qui est là, qui gère son équipe comme si c'était du monde payé à temps plein, bien souvent. Hein. Est-ce que tu as des objectifs pour la présente saison? Là? L'an dernier, quand même, 18 buts en 24 matchs. C'était un sommet dans la Ligue. Tu veux renouveler ton championnat? Ben c'est sûr que gagner la Coupe Clarkson à nouveau, c'est le but ultime. C'est l'objectif qu'on s'est mis en tant qu'équipe, d'aller chercher la première place de la Ligue aussi, éventuellement. C'est notre objectif. C'est sûr qu'au niveau personnel, ça m'importe un peu moins. En fait, moi, qu'est-ce qui m'importe, c'est qu'on soit capable d'aller chercher des victoires puis de gagner en tant qu'équipe. Puis ma contribution, je vais la faire au mieux que je peux. Mais ça va être important d'avoir la contribution de tout le monde parce que comme les équipes sont très, très bonnes, c'est pas nécessairement une personne qui va faire la différence, mais ça va être l'équipe qui va être capable d'aller chercher le plus de cohésion rapidement. Ben, je suis sûr que les gens de Sept-Îles, là, pas juste ta famille, tout le monde à Sept-Îles, tes amis, ceux qui ont joué au hockey, qui t'ont vu évoluer dans les dernières années, suivent de proche la prochaine saison des Canadiennes de Montréal. D'ailleurs, je suis convaincu que quand le monde de Sept-Îles sont à Montréal, ils vont voir autant les Canadiennes que les Canadiens maintenant. Ben, j'espère. J'ose espérer, puis je les encourage fortement. Mais surtout, je les remercie. Puis si jamais il y en a qui veulent regarder, il y a des matchs qui sont mis sur YouTube. Donc, l'horaire est sur Internet. Là, vous pouvez aller sur, je crois que c'est cwhl.com. Donc, il y a un match par week-end qui est télévisé, que ce soit les Canadiennes ou d'autres matchs. Donc, si jamais ils veulent avoir du bon hockey à regarder, ben, ils peuvent se rendre sur Internet pour les visionner. Comme le match d'ouverture, tes 2 buts, ta passe, on peut voir ça sur le web, là, présentement. Ouais, en fait, je sais pas si, je sais que les highlights sont sortis sur YouTube, puis sinon sur Twitter ou des choses comme ça, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de publicité qui est faite là sur les highlights de ces choses-là. Bon, on va surveiller ça. Anne-Sophie Betté, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Et là, c'est grand, ça. C'est très, très grand même. Très, très, très grand. Vous vous demandez qu'est-ce qui est grand comme ça, hein? C'est un grand arrivage à votre magasin La Liquidation que du neuf pour vous. Avec un agrandissement de plus de 5000 pieds carrés pour mieux vous servir. Maintenant disponible, des mobiliers de chambre à coucher, des décorations exotiques, avec toujours un très grand choix de meubles pour la cuisine et le salon. Un très, très grand arrivage de luminaires à La Liquidation, votre magasin d'escompte où vous y trouverez que du neuf. Situé au 460 Place du Commerce. Vous le savez sûrement, le marché Napoléon n'est pas une boucherie comme les autres. En plus de notre service de méchoui disponible été comme hiver, Party de Noël, ça vous dit quelque chose? On a plein de produits à vous offrir en exclusivité en magasin comme nos confitures, gelées et coulis fabriqués à partir de Chicoutée de la région, des produits de la mer et une panoplie d'épices et de sauces. Besoin de lunch rapide? On vous cuisine chaque jour pizza, sous-marin, pâté, saucisses, crotons, bref, du choix, il y en a en masse. Notre réputation n'est plus à faire. Il ne vous manque qu'à venir nous voir. Le marché Napoléon, ouvert du lundi au samedi, 185 Napoléon, 962-8555. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et Steve Chappado est avec nous. Il suit pour nous, pour cette chronique, l'évolution de certains marchés qui concernent nos industries à Sept-Îles et sur la Côte-Nord. La semaine dernière, on parlait du marché de l'aluminium. Là, on va parler du phosphate et du fer, donc des emplois futurs peut-être pour notre région. Steve Chappado, bonjour. Bonjour, Jean. Alors justement, allons-y avec le phosphate. Là, je voyais quand même certains chiffres. Entre septembre 2012 et juin 2017, le prix du phosphate sur le marché est passé de 183 $ US la tonne métrique à 94. Ça, c'est avant le début de l'été. Ça avait quand même chuté de moitié. Là, ça s'améliore un peu quand même. Oui, les chiffres que tu mentionnes, Jean, il y a une corrélation directe avec une étude que publiait la firme Integer, qui est spécialisée notamment dans le marché mondial du phosphate, qu'on publié un article l'année passée pour expliquer un petit peu
les écarts de prix par rapport aux 5 dernières années, donc la baisse des prix. Puis eux, ils prévoient aussi que les prix actuels vont demeurer sous pression jusqu'en 2019. Notamment, la grosse explication de la baisse des prix, c'était l'augmentation des capacités de production à bas coût, notamment, premièrement, au niveau de la Chine. Hein, on en a parlé la semaine dernière, au niveau de l'aluminium, il se passe exactement la même chose au niveau des marchés des phosphates. Ou est-ce que pour combler, en plus de combler sa demande intérieure qui est en forte augmentation, mais la Chine inonde les marchés internationaux de phosphate. On parle de phosphate, on parle d'apatite, de potasse, etc. Plus on sens large, mais on sait que la Chine est également un très grand producteur là-dessus. Donc, la demande intérieure de la Chine est à peu près stable par rapport... La base de référence, c'est l'an 2000 dans l'étude. La demande intérieure de la Chine semblerait stable, tandis que l'exportation a explosé là, plus de 200% par rapport à depuis 2014. Donc, la Chine, là, vraiment, font des gros mouvements là, d'offres là, sur les marchés mondiaux. Oui, parce que le phosphate, ça va beaucoup dans les champs, quoi, en agriculture. C'est un fertilisant. C'est quand même, on en a toujours besoin. Hein, Ben exactement. L'augmentation de la population mondiale fait en sorte que, bon, faut nourrir de plus en plus de fruits et légumes. Exactement. Donc, faut augmenter la productivité agricole. Et les fertilisants sont c'est un intrant là, de première importance. Donc, en plus de la Chine, mais il y a aussi le Moyen-Orient qui est en train de s'organiser, qui ont des grosses sources d'approvisionnement. Le groupe Mahdi, qui est énorme dans le marché au niveau producteur minier, qui est également présent dans l'aluminium. Eux, ils sont en train de finaliser un projet de 5,5 milliards pour mettre plus de 3 millions de tonnes sur le marché des engrais. Et même chose au niveau du Maroc, où ce que le groupe OCP sont à un stade final pour aussi, eux, concrétiser un projet de 4 millions de tonnes additionnelles. Okay. Donc, autant au niveau de la Chine, ça bouge du Moyen-Orient, quand même pas mal, exactement. Hein? Donc, l'offre et la demande fait en sorte que dans les dernières années, ces trois grands joueurs-là font en sorte d'apporter davantage de minerais phosphatés sur les marchés. Et ça a une incidence directe sur les prix. À la lumière de ça, toi, tu le placerais où, là, le projet de mine d'apatite dans le canton Arnaud, finalement, et c'est quand même passé 2019, il y a de l'espoir? Ben, c'est un marché de niche, hein. Faut faire le parallèle avec le projet de Champion qu'on a du côté du fer, où on a un minerai de plus grande qualité. Même chose au niveau de l'apatite. On voit que pour l'augmentation des prix qui est prévue à partir de 2019, finalement, c'est de très bon augure pour nos projets locaux parce que on voit que les projets, ben, il va y avoir l'entrée en fonction de normes environnementales plus sévères. On sait que dans ces régions-là, notamment le Maroc, il y a la présence de cadmium, ce qui n'est pas le cas notamment des projets qu'on peut voir ici sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on peut bénéficier d'une embellie qui va venir à partir de 2019, toujours selon l'étude. Bon, parce que les marchés prévoient un équilibre en l'offre et la demande et surtout la mise en vigueur de politiques environnementales beaucoup plus sévères vont faire en sorte que ça va rendre nos projets locaux beaucoup plus attrayants. Bon, je voyais un article là, récemment, je pensais dans le Journal de Québec, la section Saguenay-Lac-Saint-Jean qui parle du projet Ariane Phosphate. C'est un projet comparable à Mine Arneux. Il y en a 2 des projets d'apatite au Québec. Là, on dit que le projet est ficelé à 75% du côté du projet à Saguenay. Là, c'est entre la Côte-Nord et Saguenay le gisement. Oui, exactement. Le 25% n'est pas spécifié qui manque, mais on sait que le financement, c'est un gros projet, notamment dans ce qui est annoncé dans certains articles-là. C'est que les responsables du projet s'attendaient un peu plus tôt cette année à ficeler le financement pour le 30 septembre, alors que c'est pas le cas. Puis on voit que dans la même annonce, ils ont repoussé l'échéance des bons de souscription en 2018, dans un an. Donc, on peut penser que eux espèrent peut-être relancer le projet de façon un peu plus en 2018 que à court terme. Finalement, ils sont peut-être pas plus avancés que nous autres, mais moins transparents. Ben, ils ont recruté justement un nouveau vice-président, Dominique Bouchard, qui était avant ça à la tête de Rio Tinto Fer et Titane. Donc, un nouveau vice-président pour Ariane Phosphate pour aider à dénicher le financement manquant. Et aussi, faut aussi parler qu'il y a toujours la question environnementale du côté d'Ariane qui est pas encore résolue, du côté notamment au niveau de la baie. OK, ils n'ont pas l'autorisation encore, eux autres, là. Ben, eux, non, c'est ça, sont encore en attente aussi surtout au niveau fédéral, là, étant donné que ça toucherait la rivière Saguenay. Ouais. Ben, c'est à suivre, donc, dans le phosphate. Concernant le prix du fer, ce qu'on aimerait, c'est de le voir venir 2-3 ans d'avance, le prix du fer, parce qu'on est encore très dépendant au cycle des métaux, hein.
On va avoir un gros parallèle avec ce qui se passe du côté de l'aluminium et du phosphate, mais encore là, le marché du fer, il a subi une baisse pendant à peu près une quinzaine de semaines consécutives. Et finalement, en fin de semaine dernière, on augmentait de près de 5% sur les marchés mondiaux pour se statuer à 60,63 la tonne. Et encore là, c'est vraiment les importations massives de la Chine qui ont fait en sorte que, au courant de la semaine dernière, ça a fait augmenter les prix sur les marchés. Petite donnée intéressante. La Chine a battu un record d'importation au courant du mois de septembre. Il est entré plus de 103 millions de tonnes dans les ports chinois uniquement au courant du mois de septembre. Mais eux, là, ils en profitent justement parce que c'est avant l'hiver. Donc, on parlait de la dernière semaine pour l'aluminium, la lutte à la pollution, contre la pollution en Chine, mais c'est un élément majeur. Eux accélèrent la production avant l'hiver où le smog est beaucoup plus présent. Donc, c'est sûr que ça a mis une pression à la hausse sur les prix. Et également, à la fin septembre, le gouvernement chinois a pris une décision de fermer le tiers de ses mines de fer. Il y a environ 3000 mines en Chine. Donc, c'est beaucoup. Fermeture de 1000 mines qui vont fermer, qui, eux, ils ont un contexte où le minerai est seulement à 20% brut de fer, alors qu'on voit pour le lac Blum est à 33%. Donc ça, ils ont des coûts de production beaucoup élevés qui dépassent le 100 $ la tonne et que c'est très, très polluant parce que cette présence de fer-là nécessite justement des additifs, ce qu'on appelle en anglais du coking coal, du charbon qui est enduit de coke. Ça fait en sorte que les émanations polluantes là, c'est extrême en Chine. L'impact environnemental est très important. C'est des gros marchés, hein, quand même, le fer, le phosphate, l'aluminium. On peut penser qu'il y en aura toujours besoin, mais c'est quand même très variable. Des fois, ça peut être surprenant, mais les décisions de la Chine, on les voit pas toujours venir, hein, finalement. Oui, mais justement, dans cette foulée-là, le gouvernement australien, qui est le plus important exportateur, c'est 52% du marché du minerai de fer, c'est l'Australie. Le gouvernement, lui, planche vers 2019 vers une tonne, à peu près à 50 $ la tonne. Pourquoi? Okay. Non, pas de coût de production, vraiment le prix. Le prix devrait se statuer aux environs de 50 $ en 2019 parce qu'il y a des augmentations de capacité également du côté de l'Australie, du Brésil. Okay. Également, mais il y a la demande chinoise qui devrait diminuer justement à cause des politiques environnementales. En terminant, nous, chinoises. à 50 $ la tonne, on survit. ArcelorMittal, Rio Tinto, Champion, éventuellement Tata Steel, ça survit à 50 $ la tonne? Bon, on parle $1 pour les grands producteurs ici, là, des coûts de production dans environ 30 à 40 $. Donc, c'est sûr que si on rajoute le taux de change à ces choses-là, puis aussi on a des marchés de niche avec un minerai qui est beaucoup plus pur. Donc, on a des primes, justement, à notre, donc, on est encore là, à 50 $ la tonne. Tout à fait. Bon. Ben, Steve Chappado, un gros merci pour cette chronique, la nouvelle d'intérêt. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. 13h, c'est déjà tout pour cette première édition de la semaine de Côte-Nord Attitude. Jean, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Demain, ce sera avec Tommy et probablement encore une fois un midi assez chargé. On devrait parler de la réalité d'une directrice d'école parce que c'est la semaine où on veut mettre en valeur le rôle des directions versus la réussite de nos élèves. C'est Marie-Ève Meuret de l'école Jacques-Cartier qui sera avec nous demain midi. Également Sébastien Caron, le directeur du Conseil régional de l'environnement pour parler de ses priorités. Merci à vous d'avoir été là. On vous souhaite un bon après-midi.